Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Le ministre du Budget s'entretient avec les agents comptables des établissements publics. Autre actualité nationale au nord, renforcement des moyens de subsistance et des réductions de la vulnérabilité des communautés pastorales. Et enfin, pour les actualités internationales, crise ukrainienne, le chef de l'ONU s'engage à trouver une solution pacifique. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, on commence avec les actualités mentionnées dans le titre, où le Palais du Peuple a servi d'auditorium pour les agents comptables de la République. Objectif, un atelier de sensibilisation parrainé par le ministre du Budget, son Excellence M. Ismaël Ibrahim Roble. Un atelier qui a lancé une réflexion sur le cadre déontologique et stratégique de l'action des agents comptables publics. Ces nouvelles directives initiées par le ministre du Budget, M. Ismaël Ibrahim Roble, ont pour principal objectif d'accroître la performance de la gestion publique pour un meilleur service, mais aussi en vue de les sensibiliser sur leurs responsabilités, attributions et rôles, à savoir l'amélioration de l'efficacité de l'action publique pour le bénéfice de tous et l'instauration d'une véritable transparence dans la gestion en public. En d'autres termes, se conformer à l'image fidèle d'une conception de l'éthique et au caractère obligatoire des régularités d'une part et de sincérité d'autre part, et par là atteindre une sagesse de l'action. Tout cela dans une optique de renforcement de l'efficacité de la dépense publique, l'amélioration de la transparence budgétaire. Deux maîtres mots ont été au cœur de cette concertation, rigueur et acidité. Cette journée de sensibilisation s'est inscrite dans le cadre du renforcement de la bonne gouvernance financière des établissements publics. En d'autres termes, une démarche qui s'étale dans la dynamique du gouvernement portant sur la modernisation de la comptabilité publique, une orientation résolue en vue d'instaurer plus de rigueur dans la gestion et la sauvegarde des deniers publics pour un nouvel élan, un nouvel état d'esprit, celui qui traduit fidèlement la volonté du président de la République en matière de modernisation du système de gouvernance économique et financière. Cette rencontre a été rehaussée par, outre les comptables des institutions publiques, plusieurs ministres et le haut du panier de la fonction publique. Cette journée a débuté avec une lecture du Saint-Coran suivie des différentes présentations axées, en premier lieu, sur le respect suivi des recommandations de nouvelles directives en termes de réglementation, déontologie et gestion comptable de la part du directeur de la comptabilité publique, M. Ihab Nadim Saad, suivi d'une autre présentation sur la charte de déontologie et des compétences professionnelles des comptables publics, qui n'est d'autre qu'un ensemble de processus de réglementation permettant de lutter contre tous les comportements indésirables et permettant d'inciter également les responsables publics à avoir une bonne conduite dans l'exercice de leurs fonctions, ce qui a permis au ministre du Budget et le secrétaire général d'octroyer des tableaux d'honneur parmi les comptables tels que M. Mahdi Aden Girre, M. Ali Ada Boukako et Mme Ebla Dahir Girre. Le ministre du Budget a rappelé que ces nouvelles directives vont accompagner l'évolution économique et se conforme à un nouvel esprit de gouvernance. On écoute le ministre du Budget. Le comptable public est un maillon clé, un maillon fort dans le processus de mise en œuvre des politiques publiques, puisque la qualité de sa performance conditionne 1. Le recouvrement des recettes, 2. Le contrôle de la dépense, ce qui impacte directement l'élaboration de la politique budgétaire et fiscale. Les grands principes fondamentaux, tels que la transparence, la reddition de comptes, le respect strict de la réglementation en vigueur et la rationalisation de la gestion des deniers publics, ne seraient que de vagues déclarations et de vœux pieux sans l'incarnation de comptables publics. C'est dans cette optique que l'élaboration d'un cadre stratégique est devenue incontournable et surtout une nécessité impérieuse. La mise en place d'un ensemble de mesures en termes de politique budgétaire et fiscale garantissant un développement endogène basé sur le financement propre demeure un des piliers de notre politique nationale de développement menée sous la houlette de son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh.
Cette journée, loin de constituer une action isolée, s'inscrit dans un cadre plus global touchant l'ensemble des services du ministère du Budget afin de permettre à ceux-ci d'être au diapason avec la vision du chef de l'État. La meilleure action politique susceptible de garantir la réussite des résultats et objectifs poursuivis est la politique la mieux partagée grâce à une forte adhésion des acteurs impliqués. Il s'agit d'adopter une approche plus inclusive dans les relations de travail avec l'ordonnateur. C'est très important. Loin des relations conflictuelles ou de l'esprit travail en silo, travail en élotique, marqué par un fort cloisonnement, le comptable doit aussi jouer un rôle de conseil dans les différents domaines de la gestion des entreprises. Les deux notions clés, à mon avis, à mon humble avis, englobent l'ensemble des questions et défis que nous occuperons au cours de cette journée. Et ces deux notions clés sont la déontologie et l'efficience. La déontologie fait référence à l'ensemble des principes qui guident nos obligations professionnelles, qu'il s'agisse d'une charte, d'un code. Il nous est apparu incontournable de rappeler un certain nombre de principes, des règles éthiques auxquelles il faudra absolument s'y conformer. À ce titre, je vous exhorte à respecter tous vos devoirs et toutes vos obligations. Le directeur de la comptabilité publique a apporté des précisions sur cette charte déontologique. On écoute le directeur de la comptabilité publique. Cette charte a consisté à mettre à la disposition de l'ensemble des comptables publics, mais également à l'ensemble des acteurs de la comptabilité publique, un support technique qui retrace, dans un premier temps, l'ensemble des règles et cadres institutionnels des comptables publics, et ensuite par le rappel de la déontologie qui prime chez les fonctionnaires, étant donné que les comptables publics sont des fonctionnaires. Et enfin, et je pense que c'est le plus important, c'est un cadre stratégique que le ministre du Budget a voulu mettre en place, un cadre stratégique dans lequel le message qui est envoyé aux agents comptables est le suivant, c'est que dorénavant, le critère de la transparence est le seul moyen pour remplir l'obligation de rendre des comptes. Autre actualité de ce journal, dernière activité clôturant la Semaine nationale de l'artiste et de langue maternelle, un forum national de la lecture qui a débuté hier a restitué les synthèses de ses travaux ce matin en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence Dr Hibo Momin Assowe, avec l'ensemble des acteurs de la culture ayant pris part aux 8 ateliers. La parole a été donnée aux différents présidents des commissions qui se sont exprimés sur la qualité des échanges et débats aboutissant à des recommandations sectorielles et intersectorielles qui nourriront le plan d'action triennal du MJC. La ministre Dr Hibo Momin Assowe n'a pas manqué de remercier et féliciter l'ensemble des participants du forum qui ont donné de leur temps, de leur expérience, de leur expertise pour contribuer au programme d'ajustement à des fins de cohérence, d'efficience et pertinence des actions à entreprendre dans le cadre de développement culturel. On écoute la ministre. La priorité sera donnée aux femmes et aux jeunes pour faciliter l'accès à l'outil informatique et l'accès à Internet. Les formations, très importantes. Beaucoup de nos artistes viennent nous demander à ce qu'on les accompagne pour mettre en place
des pages YouTube pour pouvoir eux-mêmes participer et vendre. Bon, aujourd'hui, vous savez que vendre grâce au numérique, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, on s'appuiera peut-être sur la cinématographie, à qui on a demandé de réaliser certains clips rapidement. Le travail de documentaire, de film. Et pourquoi nous choisissons le cinéma? Certes, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de budget, mais ça permet d'être un moyen de transmission qui est très apprécié par nos jeunes, qui sont tous connectés et les yeux sur l'écran. Donc, vous voyez, c'est un moyen beaucoup plus facile pour pouvoir transmettre ce qu'on veut transmettre, justement. Les valeurs, l'héritage, nos identités et ce que nous chérissons, ce que nous chérissons comme valeurs et qui témoigne aussi de notre ancrage dans une région qui a aussi, et dans une culture. Donc c'est pour ça qu'on y accorde de l'importance, parce que le jeune y accorde beaucoup d'importance. Donc il y a beaucoup de projets, beaucoup de programmes, et je tiens vraiment à vous affirmer et à vous rassurer là-dessus. Notre plan d'action est très attendu, mais je reviendrai sur ce que disait Hassan Maki, les acteurs, c'est nous. C'est nous tous. Et ensemble, on y réussira et on y arrivera, parce que c'est bien de mettre en place un projet, mais si on ne trouve pas les gens qui vont piloter ces projets, qui ne vont pas s'arrêter à la première difficulté, c'est important de le dire, les difficultés, ça forge et ça forme, et ça permet justement de chercher des solutions sur comment arriver au but qu'on s'est fixé. Le but qu'on se fixe, c'est quoi? C'est une Djibouti rayonnante, culturellement et artistiquement, et on y arrivera. Je vous emmène au nord à présent, où dans le cadre du projet de résilience à la sécheresse et du développement des moyens de subsistance durable des pays de la Corne de l'Afrique, financé par la Banque africaine du développement, une délégation conduite par le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, en présence du préfet d'Obok, du président du conseil régional, des députés de la région, du directeur de l'entreprise MHA, des ingénieurs du bureau de surveillance BMO et de nombreuses personnalités s'y rendues à Obok dans la matinée du 21 février 2022, qui marque la fin des travaux de construction et réhabilitation des infrastructures d'élevage. Ces travaux de construction et réhabilitation des infrastructures d'élevage ont pour objectif l'amélioration de la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et le renforcement de l'intégration économique et institutionnelle. Financé par la Banque africaine du développement et le gouvernement djiboutien, s'élève à une hauteur de 37,9 millions de nos francs djibout pour la région d'Obok. Les investissements couvrent les besoins en infrastructures d'élevage. Les travaux réalisés par l'entreprise MHA se présentent comme suit: la réhabilitation d'un aire d'abattage, la construction d'un marché à bétail avec dépendance, la construction d'un parc de vaccination et de déparasitage et la réhabilitation également d'un poste vétérinaire Médéhou. C'est toujours dans ce même sillage qu'après le chef-lieu de la région d'Obok, la délégation conduite par le ministre de la Culture, de l'eau, de la pêche et de l'élevage et des ressources halieutiques s'est rendue à Korangar pour la cérémonie des fins des constructions dans le cadre du projet de renforcement des moyens de subsistance et de réduction de la vulnérabilité des communautés pastorales en République de Djibouti. La cérémonie a vu la présence du préfet d'Obok, du président du conseil régional d'Obok, des députés de cette région, du directeur de l'entreprise MHA, des ingénieurs du bureau du BMO, ainsi que les chefs de village de Korangar, mais également de nombreuses personnalités. Ces travaux de construction ont pour objectif le renforcement des moyens de subsistance et de réduction de la vulnérabilité des communautés pastorales en République de Djibouti, telles que la réhabilitation et extension de l'école fondamentale de Korangar, du centre de santé également de Korangar.
On écoute à présent l'intervention du préfet de la région d'Obok. Voici un extrait. Il me choisit d'assister à la cérémonie d'inauguration de la pêcherie, des visites des autres réalisations dans le domaine de l'éducation, de la santé, en présence du ministre de l'Agriculture. Ce projet de renforcement des moyens de subsistance et de réduction de la vulnérabilité des communautés pastoraux répond parfaitement en partie aux priorités de la population du secteur de Korangar et aussi en adéquation avec la politique du gouvernement, en particulier celle du ministère de l'Agriculture. Ce projet connu sous l'appellation de Dryland a énormément contribué à l'amélioration des conditions de vie de cette population. Permettez-moi, Monsieur le ministre, de solliciter le concours et l'implication de la population afin qu'il veille à la préservation de ces infrastructures et équipements, mais aussi de faciliter la gérance des personnes en charge ou désignées par les ministères respectifs. Il est à rappeler que le secteur de la pêche présente un atout majeur de la population de la sous-préfecture de Korangar. Je suis certain qu'à compter de ce jour, elle en tirera profit. Certes, il reste certaines réalisations à finaliser ou à planifier. Sur ce point, je suis convaincu, de par son engagement, le ministre de l'Agriculture saura agir en conséquence. Je ne vais pas terminer mon allocution, mon intervention, sans remercier la population locale et les organisateurs pour nous avoir organisé cette belle journée. Et même le ciel est clément, c'est une bénédiction, Inch'Allah. Et la venue du ministre montre des signes positifs. Le ministre de la Culture a quant à lui indiqué que les projets réalisés est une nouvelle porte qui s'ouvre sur l'avenir des populations d'Obok qui bénéficieront désormais de ces infrastructures construites. Cérémonie d'inauguration d'importantes infrastructures socio-économiques réalisées dans le cadre du projet Dryland. D'une manière générale, au niveau de Korangar, le financement de la Banque islamique est de 3,5 millions de dollars qui ont été exécutés dans le cadre de multiples projets, éducation, santé, aviculture, agriculture. Et je vais annoncer le grand projet de pêcherie de Korangar. Il y a un an de cela, Son Excellence le Président de la République nous a demandé de satisfaire la demande en eau de Korangar, de satisfaire la demande en infrastructure de pêche de Korangar, de satisfaire les activités génératrices de revenus que demande cette population. Avec l'eau de Bissiduru, une eau de très bonne qualité, aujourd'hui Korangar peut se passer de dessalement de l'eau de mer qui avait de longues difficultés, de panne et ainsi de suite. Vous avez une eau de qualité de 0,6 grammes par litre, norme OMS. Vous avez à votre côté à flot, que vous avez une chambre froide, que vous avez une fabrique de glace et le tout sera équipé de solaire.
Après les discours officiels, la délégation conduite par le ministre a inauguré et visité les nouveaux sites construits. Cette visite du ministre de l'Agriculture s'inscrit dans le cadre d'une mission d'inspection des projets d'envergure et structurante réalisés dans la région d'Obok. Parmi ces projets phares figure la pêcherie d'Obok, composée d'un espace de traitement de poissons frais, de 2 chambres froides positives de 84 mètres cubes destinés pour la conservation des poissons frais en attente de transfert à Djibouti. Une fabrique à glace de capacité de production de 5 kg par jour, d'un quai d'accostage pour les navires de pêche afin de débarquer dans les meilleures conditions. Parmi les projets figure également la réhabilitation de l'école de Korangar qui dispose de 4 nouvelles salles de classe, d'une nouvelle salle multimédia et de 2 nouveaux bureaux pour les enseignants et les directeurs. On revient à la capitale, à Djibouti-Ville, où dans le cadre de sa mission de régulation, la CNC a tenu dans ses bureaux une importante réunion de travail à laquelle a participé l'ensemble des médias publics audiovisuels numériques et de la presse écrite, ainsi que le représentant des listes en compétition pour les élections régionales et communales du 11 mars prochain. Cette réunion fait suite à une série d'autres rencontres et de visites de terrain organisées séparément et auprès de ces mêmes acteurs. Après des discussions fructueuses, cette réunion a permis des résultats, à savoir la prise de connaissance et des rappels pour certaines lois en vigueur en période. Par la suite, une signature d'une charte déontologique pouvant garantir une couverture médiatique neutre, impartiale et pluraliste a eu lieu. Les représentants en compétition des listes proscriraient tout acte pouvant compromettre le bon déroulement de la campagne, d'éviter tout propos pouvant porter préjudice à la sauvegarde de la paix civile. Un tirage au sort a été effectué en présence d'un huissier de justice lors du passage à la télé et à la radio. Dans le cadre de sa mission de régulation, la Commission nationale de la communication a tenu aujourd'hui une importante réunion à laquelle ont participé l'ensemble des responsables des médias numériques, audiovisuels, radiophoniques, de la presse écrite, ainsi que les représentants des listes en compétition pour les élections communales et régionales du 11 mars 2022. Cette réunion fait suite à une série d'autres rencontres ou visites de terrain qui ont lieu donc séparément auprès et avec ces acteurs. Cette réunion a pu atteindre 3 objectifs. D'abord, la prise de connaissance ou rappel pour certains
des lois en vigueur en période électorale, notamment la loi numéro 96 fixant le temps d'antenne à 60 minutes par liste et par circonscription lors des élections communales et régionales. Le deuxième objectif qui a été atteint, c'est le tirage au sort pour fixer, donc, pour définir l'ordre de passage à l'antenne ou dans les colonnes de la presse. Et ceci, bien entendu, en présence d'un huissier. Enfin, une charte donc, de déontologie pour garantir la couverture médiatique dans le respect des principes de neutralité, d'impartialité et de justice donc, a été signée donc, par les parties prenantes. Mag de ce journal, pour vous, ce soir, opérationnelle depuis 2016, la CNC, la Commission nationale de la communication, a notamment pour rôle d'assurer le pluralisme de l'information et un accès équitable aux médias, de réguler ces derniers et d'autoriser leur diffusion. Un mag de la rédaction. Opérationnelle depuis 2016, la CNC, la Commission nationale de la communication, a notamment pour rôle d'assurer le pluralisme de l'information et un accès équitable aux médias, de réguler ces derniers et d'autoriser leur diffusion. Au fil des années, la CNC a su s'imposer en véritable gendarme de l'audiovisuel et de la presse écrite, en veillant aussi au strict respect de l'égalité du temps de parole des candidats en période électorale. Les élections régionales et communales du 11 mars prochain ne sont pas une première expérience pour la Commission nationale de la communication. Cette dernière a déjà eu en charge plusieurs scrutins, dont les régionales et communales de 2017, les législatives de 2018 ou les présidentielles de 2021. Des moments et des défis importants pour la CNC, qui a su d'ailleurs les relever avec brio, alors qu'elle n'est active que depuis moins de 5 ans. Pour arriver à ces résultats et rester optimale, la CNC a su mettre en place une organisation basée sur la rigueur, le professionnalisme, privilégiant la concertation à la coercition. La concertation, c'est justement fort de cette expérience qu'elle consulte tous les partenaires impliqués dans une élection, comme la CENI et les différents organes de presse. Des rencontres qui favorisent chaque fois l'instauration des mécanismes de collaboration pour assurer transparence et équité des scrutins. Née de la volonté et de la détermination politique au plus haut niveau, la CNC œuvre ainsi à consolider les valeurs fondatrices de la démocratie, comme la pluralité et la transparence dans les paysages politiques. Son travail commence en amont et suit tous les processus électoraux. C'est pourquoi responsables et commissaires se déplacent surtout sur les terrains concernés afin de constater des visu le respect des grands principes démocratiques lors du scrutin. En tant que jeune institution, la CNC cherche toujours à renforcer ses compétences en développant les liens de coopération avec les instances similaires des pays amis, comme la AICA, la Haute Autorité indépendante de la communication de la Tunisie, afin de partager et profiter de leur expérience. L'adhésion au réseau francophone des régulateurs des médias, REFRAM, s'inscrit également dans cette droite ligne. Ainsi, c'est une CNC renforcée, riche de son expérience et de ses précédentes interventions, qui s'apprête encore une fois à s'acquitter de ses missions dans le cadre des élections régionales et communales du 11 mars prochain. Poursuivons avec les actualités nationales. À présent, au sud du pays, à Ali Savié, sous la houlette du ministre de l'Intérieur, le préfet d'Ali Savié, M. Moussa Aden Migane, a parrainé la célébration du 44e anniversaire de l'Office national d'assistance aux réfugiés et aux sinistrés qui s'est déroulé hier au village de réfugiés d'Ali Adé. Le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, avait invité le corps diplomatique et les officiels des organisations internationales partenaires qui interviennent dans le domaine humanitaire. Et comme toujours, la fête d'anniversaire de l'ONARS a été une belle occasion pour se retrouver et célébrer la culture d'accueil et d'hospitalité de notre pays. Les réfugiés du village de Ali Adé, mais aussi les populations locales, les autorités publiques et les agences onusiennes, ainsi que les organisations humanitaires internationales, ont fêté cette date d'anniversaire où le pays commémore son engagement humanitaire, à commencer par les réfugiés somaliens, puis les Éthiopiens et les Érythréens, et enfin les Yéménites, qui ont tous rendu hommage au gouvernement qui, à travers l'ONARS, offre les meilleures conditions d'accueil et de prise en charge dans les villages des réfugiés.
Le haut cadre du ministère des Affaires sociales et de Solidarité a ouvert le bal des hommages avec les hommages officiels à l'ONARS. Puis ce sont successivement le chef du bureau du HCR, Ali Sebier, la représentante du PAM, l'ambassadeur délégué de l'Union européenne, un haut cadre de la Banque mondiale et le commandant du contingent militaire italien à Djibouti. Et enfin, la première conseillère de l'ambassade des États-Unis qui ont couvert d'éloges le bras humanitaire de l'État. Les officiels ont mis l'accent sur les actions de l'ONARS visant à assurer la pitance, mais aussi l'éducation, la santé et l'apprentissage des métiers d'avenir aux enfants et à la jeunesse qui vivent dans les villages des réfugiés. Hommage mérité à l'ONARS qui, depuis 44 ans, ne cesse d'apporter de l'aide aux hommes, aux femmes et aux enfants qui ont pu obtenir l'asile sur le sol djiboutien après avoir quitté leur maison, leur territoire, leurs biens pour chercher la paix et la sécurité auprès du peuple frère de Djibouti. Djibouti est parmi les premiers pays d'accueil des réfugiés par habitant dans le monde. Les États-Unis reconnaissaient les efforts de l'ONARS dans l'accueil et la prise en charge des réfugiés. Plus de 30 000 réfugiés à Djibouti peuvent accéder au système national d'éducation et de santé. Les réfugiés peuvent vivre, travailler et étudier à Djibouti, ce qui leur facilite la vie. L'ambassade des États-Unis est fière de travailler avec l'ONARS et HCR pour assurer que chaque réfugié à Djibouti est pris en charge. Le secrétaire exécutif s'est dit heureux de poursuivre et renforcer la coopération déjà étroite avec le gouvernement et l'ONARS pour améliorer les conditions d'accueil des réfugiés à Djibouti. On écoute. Ici, dans la région d'Ali Sebier, le plus ancien site où nous avons accueilli les premiers réfugiés, l'année même où notre agence a été fondée sur la base d'une vision et d'un engagement humanitaire de nos leaders éclairés et conformément aux principes cardinaux de fraternité, de solidarité qui font notre fierté. Au cœur de ce village s'est nouée une formidable histoire d'humanité et d'hospitalité à un moment critique où la guerre et ses atrocités ont jeté à nos frontières des femmes, des enfants totalement démunis en proie de la déshérence. Le gouvernement n'a pas tardé à prendre action en transformant immédiatement cet élan de générosité populaire à une institution dédiée à l'accueil et à la prise en charge des réfugiés. Un jour béni de février 1978, l'ONARS, dont nous fêtons la date anniversaire. Aussi, chaque année et à la même date, nous nous retrouvons dans la joie et la fraternité pour revivre ensemble ce moment historique et nous avons érigé nos générosités et notre hospitalité en une véritable institution. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons passé un cap dans l'accueil et la prise en charge des réfugiés. À l'heure où il est question d'inclusion des réfugiés, notre pays est un modèle phare dans la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre du CRRF et du Pacte mondial en faveur des réfugiés. Depuis lors, notre pays a ouvert ses hôpitaux, ses écoles et même son marché du travail aux réfugiés. 44e anniversaire est pour l'occasion de rendre hommage à chaque membre des staffs de l'ONARS, ces hommes et ces femmes qui s'est dévoués corps et âme pour rendre un travail particulièrement exaltant au service des plus faibles et des plus fragiles d'entre nous. Si notre pays s'est imposé comme un phare dans l'engagement et l'action humanitaire, c'est avant tout grâce à la détermination du président de la République de Djibouti, son Excellence Al-Haji Ismail Omar Guelleh, premier défenseur de la cause des plus faibles et des plus déshérités. Voici les propos à présent du préfet de la région d'Ali Sebier, M. Moussa Aden Migane. Au nom du ministre de l'Intérieur, son Excellence M. Saïd Nour Hassan, il me plaît de parrainer aujourd'hui cette célébration du 44e anniversaire de l'Office national d'assistance aux réfugiés et aux sinistrés.
c'est tout un pan donc, de l'histoire récente de notre pays que nous revivons lorsqu'en 1978, les autorités nationales ont décidé de fonder l'ONARS et de donner corps à la solidarité et à la générosité djiboutienne. Le peuple djiboutien de la République ne compte pas seulement 44 années d'engagement et d'action humanitaire. C'est dans l'ADN de tout Djiboutien de se porter au secours des plus faibles et des plus démunis. Ali Adé est un village qui est chargé d'histoire quand il s'agit d'accueil des réfugiés. C'est ici, à Ali Adé, que les premiers flots de civils fuyant les affrontements de l'Ogaden sont arrivés. C'est ici encore que les autorités et les populations ont organisé un pont humanitaire. Et c'est ici encore que l'idée d'institutionnaliser cet élan de générosité est née. En fait, c'est ici à Ali Adé que naît l'idée même de l'ONARS. L'ONARS a toujours été au four et au moulin pour soulager la peine et les douleurs de nos frères et sœurs jetés hors de leur foyer par les guerres et les catastrophes. C'est dans un dévouement total et une générosité sans limite que les hommes et les femmes de l'ONARS servent et soulagent les réfugiés vivant sous nos cieux. Cet engagement porte l'empreinte de tous les responsables qui se sont succédés à la tête de cette belle institution depuis 44 ans. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour rendre hommage à tous ces hommes et femmes et féliciter en particulier M. Hussein Hassan Rar qui a réussi à faire passer un cap majeur et essentiel à l'accueil et à la prise en charge des réfugiés dans notre pays. Tout le mérite revient bien sûr au président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a pris l'engagement de rejoindre le CRRF et le pacte mondial en faveur des réfugiés et a pris les bonnes décisions pour que notre pays soit cité en exemple partout dans les instances internationales en matière de prise en charge des réfugiés et des sinistrés. À Tadjoura, la BCIMR a été à la rencontre des commerçants de la Ville Blanche pour leur présenter les opportunités et les avantages qu'offre la BCI. Le directeur général de la BCIMR, M. Régis Bariac, a profité de cette occasion pour annoncer officiellement la rénovation complète de l'agence historique en cette région. Il a souligné que les travaux débuteront d'ici 3 mois. À cet atelier ont participé le préfet Hassan Dabele et le président du conseil régional, M. Omar Hussein, et aussi le directeur de la banque BCI. Cette journée a également été l'occasion de parler en avant-première de l'offre inclusion bancaire pour les salariés modestes. Les commerçants ont pu faire part de leur attente et de leur volonté de faire prospérer le commerce aux côtés de la première banque djiboutienne. Dans le domaine de la boutique, les commerçants peuvent aussi intervenir dans tout ce qui est développement social de la région, c'est-à-dire l'agriculture, la pêche et l'élevage, qui aussi rapportent comme les boutiques. Donc c'est pour ça que j'encourage les commerçants ici présents de ne pas surtout se pencher uniquement sur les denrées alimentaires, mais aussi voir dans l'agriculture de la République de Djibouti, qui aujourd'hui est là pour vous expliquer, vous présenter leur offre et travailler avec vous. C'est une première et je remercie le directeur ici présent. Et l'objectif est de trouver un terrain d'entente pour le développement économique de la région. Et sur ce, je vous dis bon atelier. On écoute maintenant les dires du directeur général de la BCIMR, M. Régis Bariac. Et notre plus ancienne agence en région. Et ça me tient particulièrement à cœur de faire et de prendre des initiatives pour continuer ce développement. La première que je vous annonce en exclusivité, c'est que nous allons totalement rénover l'agence de Tadjoura. Nous allons faire des travaux avec Socopi pour que l'agence qui vous accueille soit totalement rénovée.
le rez-de-chaussée pour vos opérations transactionnelles, avec une salle de comptage pour les grands commerçants pour être plus confidentiel. Et à l'étage, nous allons faire des bureaux de conseil pour des rendez-vous programmés. Et quand vous avez besoin d'exposer des projets, et c'est important pour moi de m'appuyer sur des gens qui connaissent bien Tadjoura pour vous comprendre, regarder vos projets et les financer. Vous voyez, on a mis plein de publicités avec des taux, etc. Le message juste que je vais vous faire passer, c'est que, comme disait monsieur le président du conseil régional, l'époque des taux à 17%, c'est un peu derrière nous. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est trouver de l'entente et des accords avec des gens qui ont des projets qui sont pour nous importants et qu'on va financer. Moi, je dirais aussi qu'il y a de la place pour le tourisme, puisqu'il y a un plan au niveau de Djibouti pour le tourisme. Il y a beaucoup de campements, de beaux hôtels à Djibouti. Là aussi, n'hésitez pas à nous solliciter pour rénover, améliorer. Fait divers de ce journal, dans le cadre de la politique de lutte contre la petite délinquance mise en place par la gendarmerie et dans l'objectif de prévenir tout type de débordement dû à la consommation excessive d'alcool, les gendarmes de la brigade de quartier 6 et 7 se sont encore illustrés dans la journée du 21 février dernier. À cet effet, les gendarmes de cette unité ont réussi à intercepter 3 individus qui transportant une grosse quantité d'alcool. Ces individus dissimulaient ces bouteilles d'alcool dans des sacs à dos et des gros sachets en plastique. Ils avaient pour objectif de ravitailler en alcool les points de revente d'alcool prohibés implantés la plupart du temps dans les quartiers populaires. Au total, les gendarmes de la brigade de quartier 6 et 7 ont mis la main sur 40 bouteilles de vodka, 32 bouteilles de gin, 4 bouteilles de pastis et un carton de bière contenant 24 canettes. Cette opération s'inscrit dans la politique de prévention contre toute forme de délinquance menée par le haut commandement de la gendarmerie djiboutienne. Pour les actualités internationales, je vous le disais dans le titre, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a juré que l'instance mondiale ne renonce jamais à trouver une solution pacifique à la crise ukrainienne. Nous devons nous rassembler et relever ce défi ensemble pour la paix, pour sauver le peuple ukrainien et d'autres du fléau de la guerre, a déclaré le chef de l'ONU aux journalistes au siège de l'organisation à New York. Il est grand temps de revenir sur la voie du dialogue et des négociations, a-t-il affirmé, ajoutant qu'il est pleinement engagé dans tous les efforts visant à résoudre cette crise sans nouvelle effusion de sang. Le chef de l'ONU s'est dit profondément troublé par les dernières évolutions concernant l'Ukraine, notamment les rapports faisant état d'une augmentation de violation des cessez-le-feu le long de la ligne de contact et du risque réel d'une nouvelle escalade sur le terrain. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.